J'en viens maintenant à la critique de la notion de volonté. Alors venons-en effectivement à la notion de volonté qui, elle aussi, dans sa définition classique, relève pour Nietzsche d'une fiction et d'un fétiche comparable à celui du sujet. C'est pourquoi d'ailleurs il me semble tout à fait essentiel de clarifier ce point avec vous, puisque l'expression même de volonté de puissance que nous tentons d'élucider aujourd'hui pourrait nous laisser croire que Nietzsche lui-même lui accorde une valeur centrale à cette notion de volonté. Et pourtant, comme vous allez le voir, le terme va être vraiment à mettre entre guillemets. D'ailleurs, si vous lisez Nietzsche ou relisez Nietzsche après cette conférence, faites bien attention à l'usage qu'il fait des guillemets. C'était Éric Blondel, un des commentateurs de Nietzsche, qui avait vraiment souligné l'usage et la fonction des guillemets chez Nietzsche, qui sont là vraiment pour arracher un mot à son champ lexical et à son discours commun. En fait, à nous le rendre problématique et à ne pas tout de suite le comprendre, ou comme dirait Lacan, ne pas le comprendre trop vite. Donc là, le cas typique, c'est celui du mot volonté. Attention, ne pas comprendre trop rapidement le mot volonté dans le terme volonté de puissance. Il faudrait plutôt dire que la volonté telle que la décrit la métaphysique, telle qu'en fait usage la psychologie archaïque, pour Nietzsche, n'existe pas, comme la psychologie. Nietzsche écrit dans un fragment posthume, là c'est au tome 14, page 121, je le cite, « Ma thèse est que la volonté, telle que la psychologie l'a comprise jusqu'ici, est une généralisation injustifiée. Cette volonté n'existe absolument pas. » Fin de citation. En revanche, ce qui existe, c'est toujours le même mécanisme archaïque qui tend toujours à ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu. Car avec l'inconnu, c'est le danger, l'inquiétude, le souci qui apparaissent. Or, nous dit Nietzsche, le premier mouvement instinctif qui anime la psychologie archaïque de l'homme revient toujours, je le cite, « éliminer ces pénibles sensations ». Ça, c'est commun. Nietzsche écrit encore, je le cite, « Aussi souvent que possible, le pourquoi ne doit pas tant donner la cause pour elle-même qu'une certaine cause, une cause rassurante, qui délivre et soulage. » Fin de citation. Ce qui pour Nietzsche a une conséquence des plus fâcheuses, puisqu'il en résulte, écrit-il, qu'un certain type d'explication causale l'emporte de plus en plus, se condense en système et finit par dominer tout à fait, ou plutôt par éliminer purement et simplement les autres causes et explications. Il ajoute, le banquier pense aussitôt à ses affaires. Tout est causé par ça. Le chrétien au péché. La jeune fille à son amour. Et on pourrait dire aujourd'hui que effectivement la causalité psychique de Lacan s'efface progressivement pour un retour massif d'une causalité biologique de l'evidence-based medicine. Bon. Revenons sur ce point au paragraphe 3 de la section consacrée aux grandes erreurs dans son crépuscule des idoles. Nietzsche écrit, je le cite encore, « La conception d'une conscience, esprit en tant que cause, et ultérieurement celle du moi, du sujet en tant que cause, ne sont que créées après coup, une fois admis comme un fait établi, un fait d'expérience, le caractère causal de la volonté. » C'est ce qu'on a vu. Depuis lors, nous y avons regardé de plus près. Nous ne croyons maintenant plus un mot de tout cela. Le monde intérieur est plein de mirages et de feux follets. La volonté est d'une ombre. La volonté ne met plus rien en mouvement et par conséquent n'explique plus rien du tout. Fin de citation. Ainsi pour Nietzsche, le « je veux » pas plus que le « je pense » ne constitue une certitude immédiate, comme ça pouvait l'être pour Descartes. Tous deux résultent d'un même travail d'interprétation, d'une même illusion, d'un même renversement entre cause et effet. Le vouloir, comme la pensée, n'est jamais simple, mais toujours traversé d'une complexité infinie. Leur unité, dès lors, n'est rien d'autre qu'une unité verbale dont la véritable signification doit être recherchée, cette fois, du côté de la politique. Car ces concepts servent avant tout à rendre les hommes responsables de leurs actions, afin qu'ils puissent être jugés pour ce qu'ils font. Là où la prise en compte des déterminations infraconscientes, pour Nietzsche, qui les conditionne, viendrait, disons, mettre radicalement en cause ou en difficulté une telle possibilité.
Pourtant, force est de constater, et notre pratique en témoigne, que la volonté, tout comme la pensée, relève en réalité d'une activité inconsciente où s'entrelacent éléments affectifs et intellectuels. Ces activités sont elles-mêmes subordonnées, pour Nietzsche, comme nous allons le voir, à un affect singulier que Nietzsche nomme l'affect de commandement. C'est peut-être par là qu'il rattrape l'idée d'une volonté, par cet affect de commandement qui commande à une multiplicité de forces ou de volontés. Par ce terme, donc, il désigne une tonalité affective propre à l'énonciation d'un ordre, ainsi que la confiance implicite que cet ordre sera exécuté. Autrement dit, la volonté au sens où Nietzsche l'entend ne renvoie pas, comme le postule la psychologie archaïque, à une instance simple, chargée de mettre en œuvre les intentions supposées simples d'un sujet, mais elle doit être comprise, ainsi que l'écrit Patrick Voeteling, comme, je le cite, une relation de commandement et d'obéissance intervenant au sein d'une communauté hiérarchisée d'instances de même nature. Instinct, affect, pulsion, relation qui suppose de la part de chaque instance concernée une évaluation des rapports de force au sein de cette communauté. Si vous voulez, je vous le redis rapidement, une relation de commandement et d'obéissance intervenant au sein d'une communauté hiérarchisée d'instances de même nature, instinct, affect, pulsion, je vais y revenir, qui suppose que chaque instance concernée soit capable d'évaluer le rapport de force en jeu.